Bonjour Bernard-Henri Lévy. Bonjour. Et merci d'avoir accepté notre invitation cet après-midi à l'occasion de la sortie demain en librairie de Solitude d'Israël, votre nouvel essai publié aux éditions Grasset. Alexis Lacroix est resté avec nous pour partager cette conversation autour d'un essai de colère et de combat dans lequel vous essayez de comprendre ce qui est arrivé le 7 octobre en Israël, ce qui nous est arrivé ce samedi de fête. A priori, où écrivez-vous, Bernard-Henri Lévy, l'âme juive fut ébranlée. Qu'est-ce que nous avons perdu peut-être définitivement en cette date noire? Quelle nouvelle ère cet événement a-t-il inauguré dans la terreur et l'effroi? Bernard-Henri Lévy. Ce que nous avons perdu, c'est sans doute une illusion. L'illusion que l'antisémitisme, que la haine des Juifs était sous contrôle, qu'Israël était un sanctuaire inviolable, que pour tous les Juifs du monde, c'était un refuge imprenable. Il y a quelque chose de cette certitude-là qui a été ébranlée dans la stupeur, la sidération, l'effroi et l'horreur de cette journée. Quelle est la première image, la première odeur, la première pensée qui vous est marquée, qui vous est saisie en arrivant juste après le 7 octobre en Israël? Ça dépend où. Quand je suis arrivé à Sderot, je suis aussitôt parti en effet. Et je suis allé à Sderot, puis dans les kibboutz martyrs. À Sderot, ce qui m'a frappé, c'était le silence, la torpeur, la ville morte. Je connais bien Sderot. J'y vais presque par méthode d'ailleurs depuis longtemps. Chaque fois que je vais en Israël, je m'arrange pour passer quelques heures à Sderot. J'ai des copains. Là, une ville morte, voilà. Et puis, dans les kibboutz, et notamment à Kfar Aza, vous savez, j'y suis entré avec une équipe de Zaka, une équipe de secouristes qui ont charge, comme vous savez, de remembrer les morts afin de leur donner une sépulture juive et humaine. Et là, ce qui est pour moi ineffaçable, c'est les premiers témoignages que j'ai entendus. Témoignages de gens qui avaient vécu l'horreur ou de gens de femmes et d'hommes qui en avaient été les témoins. Donc là, il y a des récits qui sont dans le livre, évidemment, qui sont gravés à jamais. Alexis Lacroix. Alors justement, ces corps démembrés, profanés, éventrés, ces femmes violées, comment s'inscrivent-ils dans le livre immense des horreurs du XXe siècle et du XXIe siècle, des totalitarismes et de la pulsion de la rage terroriste? Qu'est-ce qu'ils ont de spécifique, ces crimes du 7 octobre? Ce qu'ils ont de spécifique, c'est que c'est l'affleurement d'un mal, M-A-L, sans autre passion que la passion de soi. Mm-hmm. Le mal, en général, a, je ne sais pas, le pouvoir pour objet, la souffrance pour mémoire, que sais-je. Là, j'ai vu, c'est pas la première fois dans l'histoire des hommes, bien entendu, ni même la première fois dans l'histoire contemporaine, mais là, j'ai vu le mal à nu. Le Hamas poursuit un objectif politique en infligeant ces sévices sans exemple à des Israéliens car ils sont juifs, ou il n'y a pas d'objectif politique poursuivi? Je dirais même pas que c'est un objectif politique, c'est un objectif exterminationniste. Mm-hmm. 7 octobre, enfin, on a tendance à oublier tout ça puisque l'événement a été presque... aussitôt la sidération survenue, il a eu tendance à être effacé. Mm-hmm. Et il est en train de devenir, comme vous savez, un point de détail, pour parler comme Jean-Marie Le Pen, pour tout un tas de gens. En France, il est en train de devenir, notamment à l'extrême gauche, un point de détail de l'histoire contemporaine. Politique au sens traditionnel, bien sûr que non. Invasion d'Israël, oui. Mortification des corps, oui. Humiliation des femmes, oui. Comme je vous le dis d'ailleurs dans le numéro d'Actualité Juive qui sort, le viol est un crime abject en soi. Là, c'est viol avec mutilation, c'est viols pendant lequel, en même temps qu'une femme était violée, elle était assassinée d'une balle dans la tête ou dans d'autres parties du corps. Donc il y a là quelque chose tout de même de très spécifique
qui marque une césure, à coup sûr. Henri Lévy, ce que j'ai trouvé, certainement avec Alexis particulièrement saisissant en vous lisant, c'est l'inscription du 7 octobre dans une histoire très, très ancienne. Vous rappelez le souvenir macabre, bien sûr, des nazis, des pogroms aussi, mais vous ne vous arrêtez pas là. C'est Amalek qui revient, assurez-vous, Amalek, où le mal radical et suicidaire dans la Bible, se réductio non plus ad Hitlerum seulement, mais ad Amalekum, si vous me permettez l'expression. Quel trouble suscite-t-il en vous? Quelle conclusion ce changement de paradigme vous conduit-il à tirer sur la destinée juive? D'abord, je crois que la comparaison, en effet, elle fonctionne bien. Amalek, comme le Hamas, savait qu'en se précipitant dans le bain brûlant, il allait périr, mais il voulait le refroidir. Le Hamas, identiquement, savait qu'en se jetant ainsi sur les frontières d'Israël, ils allaient y rester, mais ils savaient qu'ils allaient refroidir la gloire, le prestige, la force d'Israël. Donc la comparaison est hélas juste. Est-ce que cela m'inspire? Est-ce que c'est ce que ça a inspiré à tous les Juifs que je connais? C'est-à-dire le fait que tout ça s'inscrit dans une très 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 longue histoire. Amalek, c'est le premier ennemi, c'est l'ennemi prototypal du peuple juif. C'est l'ennemi radical, c'est l'ennemi exterminationniste par excellence, c'est l'ennemi qui veut la mort du juif. C'est ça qui était de retour. Et ce Shabbat, les Juifs sont appelés dans les synagogues à rappeler le souvenir d'Amalek. Oui. Pour en effacer, s'en souvenir et en effacer la trace. C'est aussi ce qui doit conduire l'action des Israéliens aujourd'hui, même si Amalek n'est pas forcément défini sur le plan halachique Vous savez, de nos jours. Moi, depuis le premier jour, j'ai là-dessus une conviction absolue, c'est que il y a deux buts de guerre dans cette guerre, ou trois. Il y a d'abord la libération des otages. Libérer un otage, c'est comme respecter tous les Shabbats de l'année. Il y a minimiser le nombre de victimes civiles palestiniennes, ce que l'armée israélienne fait avec zèle et scrupule. Mais il y a un troisième objectif, qui est d'en finir avec le Hamas. Pas de compromis, pas de conciliation, pas de pacte, pas de Munich avec le Hamas. Alors donc ça passe par Rafah. Oui. Pardon, oui. Ça passe par Rafah donc? Ça passe d'une manière ou d'une autre. D'une manière ou d'une autre, il faut que le Hamas soit défait, que le Hamas soit détruit. Imaginez une seconde que le Hamas, que les 3 derniers bataillons du Hamas survivent, que certains de ses chefs réchappent de cette guerre. Qu'est-ce qui se passera? Ils pavoiseront, ils triompheront, ils deviendront des icônes ou des idoles dans toute une partie du monde, auréolés de la double aura, de la double palme, du martyr et de la résistance. Et on serait reparti pour une catastrophe et encore une autre catastrophe. Ce qu'ils ont annoncé eux-mêmes d'ailleurs le 7 octobre, en disant que le 7 octobre n'était qu'un prélude, qu'il y aurait d'autres 7 octobre. Donc, il n'y a pas d'autre solution que d'en finir avec le Hamas. Alors ça peut prendre diverses formes. Peut-être peuvent-ils se rendre, peut-être peuvent-ils trouver refuge je ne sais où dans le pays qui les accepterait, mais en tout cas, les briser, les mettre hors d'état de nuire. Voilà. Ça, je crois qu'il n'y a aucun moyen d'échapper à cette... Alors, en attendant que cet objectif soit atteint, un jour, Bernard-Henri Lévy, comme vous le montrez dans Solitude d'Israël, les menteurs, les falsificateurs pavoisent. Quelle est la part de responsabilité, selon vous, des médiateurs de l'information que sont les journalistes du monde entier dans cette falsification en temps réel? C'est pas seulement Pourquoi les journalistes? Vous savez, dans l'échelle des responsabilités... Je me fais le porte-parole d'une question que beaucoup de nos auditeurs se posent. Oui, bien sûr, mais les Nations Unies, le secrétaire général des Nations Unies, M. Gutiérrez, dont le premier réflexe a été de dire
que ce pogrom ne s'était pas passé dans un vide. Vous pensez qu'il a plus d'influence qu'une chaîne info lambda ? Les députés de la République, certains députés de la République. Joseph Borrell, le représentant des affaires étrangères de l'Union européenne, qui accuse Israël hier de provoquer la famine dans la bande de Gaza. Mais c'est irresponsable. C'est irresponsable de parler ainsi. C'est indigne pour un ministre des Affaires étrangères de cette importance. Israël ne crée pas la famine à Gaza. D'abord, c'est pas à Israël de distribuer les convois d'aide humanitaire. C'est pas à l'armée israélienne. Israël laisse passer des camions. Qu'est-ce qu'Israël pourrait faire mieux, par exemple, dans les semaines qui viennent ? Si vous aviez un conseil à donner à l'approche de cette bataille de Rafah sur laquelle Steve vous questionnait à l'instant, qu'est-ce qu'il pourrait faire encore mieux ? Encore mieux ? Oui. Minimiser encore davantage les victimes civiles palestiniennes. Chaque victime civile, pour chacun d'entre nous, je veux dire, pour chaque juif qui nous écoute, pour chaque juif qui se réveille le matin avec sur ses réseaux sociaux telles et telles images de civils morts, c'est un crève-cœur. Et c'est même pas une question d'arithmétique. On sait que les chiffres du Hamas sont faux. Les chiffres du Hamas sont absurdes pour des tas de raisons. Mais j'ai même pas envie d'entrer dans cette comptabilité-là. Donc, faire encore mieux. Je crois qu'Israël fait déjà énormément. Et Israël fait... Vous savez, j'ai couvert des guerres. J'ai fait des reportages. J'ai filmé la bataille de Mossoul. Et je vous le dis en toute franchise et du fond de mon cœur, je n'ai jamais vu une armée prendre autant de précautions que l'armée israélienne dans cette bataille de Gaza. Simplement, le Hamas surexpose ses populations civiles délibérément. Plus que surexpose, le Hamas a deux objectifs, Alexis Lacroix. Premier objectif, faire le maximum de morts israéliens. Et deuxième objectif, qu'il y ait le maximum de morts palestiniens. Ça, c'est l'objectif du Hamas. C'est la stratégie du Hamas. Et de renvoyer les morts palestiniens à la face d'Israël, afin de renvoyer Israël à ce scandale du monde qu'est depuis la nuit des temps la mort des innocents. C'est la stratégie du Hamas. Il fait plus que les exposer. Le Hamas est responsable des morts palestiniens, par sa stratégie. Mais naturellement, il est intégralement responsable. Et pas seulement parce qu'il est le gardien de ses frères, parce qu'il les expose, parce qu'il fait en sorte que le nombre soit le plus important possible. Parce que lorsqu'Israël, à certains moments de la guerre, et encore d'ailleurs certains jours aujourd'hui, même souvent, ouvre des routes, la route Saladin, en invitant, en encourageant les civils à les emprunter, les pick-up du Hamas bloquent les routes, tirent sur les évacués, les terrorisent, les forcent à rester dans leurs immeubles pendant qu'eux vont se cacher dans les tunnels. Donc aujourd'hui, c'est ce que je dis dans le livre, en effet, la responsabilité, si on parle responsabilité sérieusement, c'est-à-dire responsabilité morale, d'accord ? C'est ça la vraie responsabilité. La responsabilité morale de chacun des morts palestiniens civils, elle incombe en effet à l'État Hamas, au proto-État Hamas. Alors, vous décrivez ce sentiment inédit d'être pris au piège de deux injonctions qui, pour la première fois dans l'histoire juive, semblent tragiquement contradictoires. Éliminer le Hamas et libérer les otages. Est-ce qu'il aurait fallu dramatiquement choisir entre ces deux impératifs ? Non, je ne crois pas. Vous savez, je ne suis pas stratège, je ne suis pas dans les secrets du cabinet de guerre, mais il me semble que le cabinet de guerre, c'est-à-dire un certain nombre d'hommes, notamment 3, qui le composent et qui sont à sa tête. Benjamin Netanyahu, Benny Gantz et Gabi Ashkenazi. Voilà, et Yoav Gallant, qui est le ministre de la Défense. Ministre de la Défense. Je crois qu'ils n'avaient pas d'autre choix que de tenter de faire les deux à la fois. Ils étaient en phase, vous pensez, sur le détail de la stratégie ? Je ne dis pas la généralité, mais le détail. Mais sûrement pas. Voilà. Mais sûrement pas. Ils n'étaient certainement pas en phase. Et ce qui est admirable, d'ailleurs, ce qui est une des preuves, s'il en était besoin de la vitalité de la démocratie israélienne, c'est que ça soit possible. C'est que ses adversaires, que sont Benny Gantz et Benjamin Netanyahou, soient capables de mener ensemble ce cabinet de guerre. Union sacrée à l'israélienne. Union sacrée à l'israélienne, union patriotique. On oublie les différents politiques, si graves soient-ils,
pour sauver le pays. Et honnêtement, ça fonctionne bien. Il y a pas... Vous êtes surpris de voir des grandes voix américaines, notamment au sein de l'administration Biden, ou des sénateurs appelés à tourner la page, Benjamin Netanyahou? Je suis surpris et même choqué. Quoi qu'on puisse penser de Benjamin Netanyahou, c'est pas la question. On ne demande pas à un allié en temps de guerre, et quelle guerre, la guerre la plus complexe qui soit, de changer d'attelage, de changer de gouvernement, d'organiser des élections. Il ne le demande pas, il le suggère, il le conseille. Enfin, écoutez, quand les États-Unis d'Amérique, principal allié d'Israël, suggèrent, conseille sans demander, ça veut dire qu'ils demandent. Et en effet, c'est la déclaration de Chuck Schumer, le patron des démocrates au Sénat. Ça n'est pas convenable. Enfin, on a encore le droit d'avoir un avis défavorable à Benjamin Netanyahou sans être attentatoire à l'État d'Israël. Bien sûr qu'on a le droit d'avoir un avis défavorable, mais regardez, c'est comme en Ukraine aujourd'hui. Il y a un vrai débat. Est-ce qu'il faut organiser des élections pendant la guerre? Évidemment non. Évidemment non. Et personne n'aurait le front ou l'audace de reprocher à Zelensky de ne pas organiser d'élections alors que 20% de son pays est occupé. Comment demander à Israël aujourd'hui de changer de gouvernement, d'organiser sans doute des élections? J'imagine que c'est ça qu'ils ont en tête, ceux qui souhaitent ou suggèrent un changement de direction. Bernard-Henri Lévy, ce mal radical dont vous décrivez l'horreur le 7 octobre, il est parfois retourné contre Israël, on en a dit un mot tout à l'heure. C'était le cas ce matin sur France Inter, où était invitée Rima Hassan, 7e sur la liste de la France insoumise aux élections européennes. Si vous condamnez le Hamas, il faut condamner aussi ceux qui ont nourri le monstre, déclarait Rima Hassan, qualifiant le sionisme, je cite, de doctrine coloniale. La France insoumise veut faire de ces élections un scrutin contre Israël. Qu'est-ce que je dis, c'est abject. C'est purement simplement. Je n'avais pas entendu cette déclaration. L'interview vaut le détour. Hein. Eh ben oui, c'est abject. Mais soyons sérieux. C'est abject et grotesque. Israël fait colonial. Voilà. Ça, c'est une vraie question. Moi, j'entends ça depuis 50 ans. Alors, il y a dans le livre, que vous avez eu la gentillesse de mentionner au début de notre entretien, il y a un chapitre qui, je crois, règle définitivement la question de cette histoire d'Israël fait colonial. Voilà, qui règle définitivement ça. Israël fait colonial, c'est absurde, c'est mensonger, c'est contraire à la réalité historique. Voilà, et ça, je le démontre, je crois, algébriquement. C'est ça qui est important. Après, les délires de tel ou tel, laissons passer. Encore même un mot si c'est France Inter. Avant de retrouver Chaim Nissemom qui nous a rejoint. Bonjour Chaim, vous avez rencontré sur place des familles d'otages. Le livre s'ouvre d'ailleurs sur le nom des hommes, des femmes, des enfants, des vieillards, des civils, des soldats retenus à Gaza par des groupes terroristes. Vous leur dédiez d'ailleurs ce livre. Parmi eux, 3 ressortissants français, Ouad Yahalomi, Ofer Calderon et Oriol Hernandez Radou. Est-ce que vous auriez aimé que d'autres leur dédient leur film, qui est une chanson, qui est un essai, qui est un roman? Moi, j'aimerais qu'on parle d'eux, qu'on les nomme, qu'on épelle leur nom le plus souvent possible et dans le plus grand nombre de lieux possible. Et non pas qu'on déchire leur visage dans certaines rues de Paris? Mais ça, c'est une... Justement, j'essaie d'analyser, parce que dans ce livre, j'essaie de... Vous parliez d'un livre de rage ou de colère, c'est vrai, mais j'essaie aussi d'analyser les choses. C'est un geste tout de même très étrange, ça. Cet arrachement des visages. Je n'ai jamais vu ça dans ma vie entière. Quand on n'est pas content d'une affiche, on en met une autre à côté. Okay ? Dans le pire des cas, on la met par-dessus. Mais cette espèce d'acharnement méthodique à arracher, lacérer, cautériser les visages sur les murs, cette espèce d'attentat au visage, de meurtre symbolique, comme si on n'était pas sûr ou comme si on voulait être certain que dans leur douve, dans leur souterrain, dans leur tunnel, ils vont bien mourir. Cette façon-là, pour des Français, des employés du ministère, je ne sais quoi, c'est quelque chose qu'on n'a jamais vu. Pulsion d'effacement du nom juif, du visage juif. Pulsion d'effacement du nom et du visage. Et quand on a un tout petit peu lu Emmanuel Lévinas, comme je sais qu'on l'a lu dans cette maison et que l'ont lu un grand nombre de vos auditeurs, c'est pas rien. L'effacement du nom et l'effacement du visage, pour un juif et pour un humain, ou c'est-à-dire pour un humain, c'est le pire attentat qui soit. Chaim Nissemom, que vous inspire cette réflexion de Bernard-Henri Lévy, notamment sur la solitude d'Israël et sur cette violence, cette haine amalékite que porte aujourd'hui le Hamas? Eh bien, je crois que la tradition juive nous montre à quel point Israël est par nature solitaire.
N'oublions pas cette phrase que j'aime beaucoup citer du prophète non-juif Bilam, qui, parlant du destin d'Israël, et c'est une phrase qui lui est soufflée par Dieu selon nos textes, qui dit « c'est un peuple qui demeure solitaire et qui ne se confond pas avec les autres nations ». Cela a été le sort du peuple juif tout au long de l'histoire. Paradoxalement, le peuple juif est d'autant plus seul qu'il voudrait l'être moins. Et il est d'autant moins seul qu'il assume sa solitude. Et je vous écoute. Non, je crois qu'on parle de deux choses différentes. Cette solitude-là, cette solitude métaphysique, celle d'Abraham qui se tient sur la rive du fleuve, tandis que les autres nations ou les nations se tiennent sur l'autre rive, cette solitude-là, bien sûr, c'est la gloire d'Israël, c'est l'honneur d'Israël, c'est l'exception d'Israël. Mais la solitude politique d'aujourd'hui, cette solitude géopolitique, cette solitude qui fait que Israël affronte un ennemi, parce qu'il n'y a pas que le Hamas. Derrière le Hamas, vous avez l'Iran, vous avez la Turquie, vous avez la Russie, vous avez un certain nombre d'excités dans l'islamisme radical, vous avez sans doute aussi la Chine, qui en tout cas se tient dans un attentisme prudent. Qu'Israël qui soit... n'a pas condamné les massacres du 7 octobre. Qu'Israël soit seul pour mener cette bataille-là est quand même énorme. Quand on livrait la bataille français contre les assassins du Bataclan ou de l'Hypercacher, quand on allait la livrer à Mossoul, on n'était pas seul, il y avait une coalition internationale. Quand les Américains sont allés livrer la bataille contre Al-Qaïda en Afghanistan, coalition internationale puissante et nombreuse, aujourd'hui, Israël, face à un ennemi, apparemment Hamas, Lilliput, en réalité, coalition nombreuse du côté du Hamas. Israël est seul. Qui n'est que l'aimant, la glaive et le jouet d'un contre-empire, écrivez-vous. Oui, bien sûr. Il y a un empire du Hamas, une sorte d'empire. Les 5 dont je vous parlais tout à l'heure, Erdogan avec son kéfier se mettant à la disposition de l'Afrique du Sud ou de la communauté internationale pour leur apporter des preuves du caractère génocidaire d'Israël, l'Iran avouant benoîtement qu'elle a contribué à la commission ou à l'organisation des massacres, la Russie dont on sait aujourd'hui que les plus hauts dignitaires ont reçu les tueurs du Hamas avant le 7 octobre, après le 7 octobre, et ainsi de suite. Donc bien sûr qu'il y a... Le Hamas, c'est une sorte, d'aimant, d'attracteur qui attire autour de lui cet axe maléfique, ou en tout cas antidémocratique, antilibéral, que je viens de nommer. Rémi Semoun vous répond. Je crois qu'on ne peut pas faire de différence aussi nette, si vous le permettez, entre la solitude métaphysique et la solitude politique. En vérité, pour la vision juive, ne l'oublions pas, tout s'entremêle. Le politique n'est pas distinct du mystique. On va le dire dans des termes plus traditionnels. Le spirituel est enchevêtré avec le matériel. C'est dire que la solitude du peuple juif est une solitude de toujours. Et au cours de l'histoire, ça a toujours été le cas. Souvenons-nous, on citait tout à l'heure, ça va être la fête de Pourim qui nous parle de l'histoire du livre d'Esther et d'un petit peuple juif seul au milieu des 127 nations de l'Empire perse. Le peuple juif a toujours été seul. C'est peut-être son destin, c'est peut-être comme cela qu'il est grand. Mais je crois surtout qu'en réalité, cette solitude, il doit l'assumer totalement. C'est ce que fait Israël d'ailleurs. Très concrètement aujourd'hui, Israël ne dit pas « je dois consulter mes alliés », vous le disiez remarquablement tout à l'heure, le « je dois consulter mes alliés, je dois faire des pactes ou des arrangements ». Israël dit « j'avance parce que je connais le chemin ». Mon chemin qui est en fait le chemin. C'est le sort du peuple juif. Et c'est quelque chose que nous vérifions constamment, y compris dans notre vie quotidienne. Quand on est juif, on est toujours un peu seul, mais c'est comme cela justement qu'on est un peu universaliste. Un mot de conclusion, Bernard-Henri Lévy, avant de nous quitter. Écoutez, moi qui suis un peu plus âgé que vous et qui suis né juste au lendemain de la Shoah, moi je consacre une partie de ma vie à faire en sorte qu'Israël, à disjoindre les deux, qu'Israël soit politiquement moins seul. Et ce livre-là, Solitude d'Israël, il n'est pas écrit pour les juifs, il est écrit pour les catholiques de probité, qui, j'espère, ont rompu définitivement avec le martionnisme. Il est écrit pour les démocrates intransigeants qui vont comprendre, j'espère,
qu'Israël est leur rempart. Il est écrit pour les âmes éclairées, nombreuses dans le monde arabo-musulman, dont j'espère qu'ils vont comprendre que les Juifs sont leurs frères. Et moi, je voudrais contribuer un tout petit peu, à briser cette solitude politique d'Israël, dont nous avons vu à quoi elle a pu conduire, et dont je voudrais aujourd'hui qu'elle cesse. Merci beaucoup Bernard Lévy d'avoir été avec nous pour nous présenter votre nouvel essai Solitude Israël. C'est publié aux éditions Grasset. À très bientôt sur Radio J.